C'est bon. Bonjour à tous. Je crois qu'on a déjà donc pas mal de gens connectés. On va quand même attendre 1 ou 2 minutes, ce qu'on fait à chaque fois dans les webinaires pour permettre aux autres d'arriver. Je vois qu'on a. Tout le monde, tous ceux qui sont là, tout le monde. Alors oui, vous avez un chat participant à droite de l'écran si vous avez des questions. Et s'il y a des problèmes de visualisation de l'écran ou si vous m'entendez mal, vous pouvez nous le signaler dans le chat aussi. On va attendre, quelle heure il est? 11h01. On va démarrer à 11h02. Voilà. Ok, merci. Merci Marie. J'espère que tout le monde va bien cette journée très chaude. Tout le monde est bien installé avec de la fraîcheur. On est combien de... Voilà, je vois le nombre de participants qui augmente. On va pouvoir y aller dans très peu de temps. Bonjour Olivier. On va démarrer. Bon, donc bonjour à tous et bien content de vous avoir avec nous. Donc je me présente, je suis Frédéric Mitev, je suis directeur chez Acemis Conseil. Donc nous on a un cabinet de conseil de formation spécialiste de la transformation par l'expérience client et personnellement je m'occupe de toutes nos activités autour du CRM, du digital et des technologies plus largement de l'expérience client qui peuvent aller au-delà du CRM sur la voix du client, sur les analytiques de parcours client, par exemple, sur la data LIA pour l'expérience client. Je vais très très vite sur Acemis. C'est pas le but de vous présenter en détail nos activités. Aujourd'hui, on va vous parler effectivement de marketing automation et donc essentiellement de nos offres autour du CRM, de la relation client omnicanal et de l'expérience client. Et on a des offres un peu de soft skills. Je précise qu'on fait partie d'un groupe beaucoup plus large aujourd'hui, avec notamment des partenaires, notamment le partenaire DGTEL qui est une agence digitale et qui peut réaliser pas mal de prestations autour du marketing automation, aussi bien du contenu que de la mise en œuvre des solutions. Donc, pourquoi avons-nous choisi ce thème, choisir, exploiter efficacement les solutions? Pour 3 raisons, je vais aller vite là-dessus, mais pour 3 raisons quand même. Premièrement, on constate qu'il y a une fatigue numérique informationnelle et je pense que vous-même, enfin que nous-mêmes tous, on est concernés. Il y a beaucoup d'études qui sortent en ce moment là-dessus sur le fait que la sursollicitation des marques, aussi bien qu'à chaque fois qu'on a besoin de contacter son banquier, son assureur, son opérateur telco ou énergie, ça demande beaucoup d'énergie et il y a une certaine fatigue générale autour de ça qui provoque, et c'est pour ça que j'en parle, hein, parce que ça c'est quand même quelque chose que tout le monde connaît et vit. Par contre, ce qui est important, c'est de voir qu'il y a des réflexes d'autodéfense, j'appelle ça des réflexes d'évitement ou d'autodéfense qui se développent hein, en créant, par exemple, j'ai fait un petit sondage dans notre entreprise. Il y a par exemple une personne qui a créé 13 adresses email pour essayer de trier un peu les sollicitations. Il y a de plus en plus de gens qui se désabonnent beaucoup plus systématiquement des newsletters. Et donc, c'est important de le connaître. Il y a aussi des gens qui donnent des fausses informations quand on leur demande la date de naissance, leur adresse, etc. Et donc, c'est important pour les marques de connaître ça. Et en même temps, nous sommes paradoxaux, hein, puisqu'on fait beaucoup d'autodéfense, de désabonnement, et en même temps, on a envie d'avoir les dernières nouvelles, on a envie d'avoir des offres promotionnelles qui nous intéressent. Donc, ouais, c'est vraiment important, je pense, que quand on est marketeur, de penser à ces 2 choses-là, les réflexes d'évitement, d'autodéfense des clients, et en même temps, une soif d'information et des bonnes informations au bon moment, évidemment. La deuxième chose, c'est en discutant avec nos clients marketeurs, il y a une certaine frustration
parce que d'un côté, les marketeurs ont plein d'idées dans la tête, hein, de créativité, de nouvelles campagnes, aussi d'un marketing plus responsable, de maîtriser la pression, et en même temps, des vrais défis pour utiliser toutes les technos. Enfin, un gap qui se presque s'agrandit entre entre les ambitions et toutes les idées qu'ont les marketeurs dans la tête et le potentiel des technologies qui augmente sans cesse, mais avec des vraies frustrations, notamment au niveau des données. Ça reste un vrai sujet. Il y a l'accès aux données, la facilité d'accès aux données, le temps, hein, parce que le temps est compté et on peut imaginer des nouvelles campagnes, mais encore faut-il avoir le temps de le faire. L'omnicanalité, on en parlera beaucoup. C'est toujours un défi. Ça reste toujours une promesse, évidemment, pour les clients, mais ça reste un défi. Et puis, les silos de l'entreprise, la problématique du marketing qui doit discuter avec la DSI, avec les équipes data, avec les autres acteurs de la relation client. Donc, tout ça fait que on a des marketeurs souvent frustrés, en plus avec des incertitudes. L'IA qui arrive, on va beaucoup en parler évidemment, mais avec encore des incertitudes sur son potentiel, sur comment on peut vraiment l'utiliser, quels sont les prérequis, et puis une réglementation évolutive. Récemment, il y a eu les contraintes au niveau des appels du phoning. Il y a la fin des cookies qu'on annonce depuis longtemps. Voilà, donc je pense que pour beaucoup de marketeurs, je ne sais pas si vous le partagez, il y a une certaine frustration devant les possibilités qui augmentent et la réalité qui est toujours difficile. Et enfin, pour discuter avec beaucoup d'éditeurs, les éditeurs, c'est normal, ils sont dans un marché concurrentiel, ils améliorent sans cesse leurs offres avec des offres plus complètes, plus intelligentes, plus faciles à utiliser. Une recherche de cohérence aussi dans les SI, et ça se traduit, on le verra à la fin, par des rachats de solutions pour étendre un peu le champ. Et pour autant, ce que constatent les éditeurs, c'est que les solutions sont souvent sous-utilisées, avec un risque de déception. Et quand un client est déçu par une solution, il peut très vite en changer. Donc évidemment, ça pose des questions aux éditeurs. Voilà, c'est ce triple contexte de nos réactions de consommateurs, de la frustration des marketeurs et des questions des éditeurs qui nous ont amenés à nous poser cette question. Et la question, et là on arrive maintenant à la partie qu'on va traiter en deux parties. Comment répondre à ce triple défi et comment, pour vous, pour nous, ce qui est important, c'est que chacun imagine son propre chemin. C'est-à-dire, quelle est la cible à laquelle vous voulez aller à 2-3 ans et comment y arriver en fonction de votre situation actuelle. Pour moi, c'est vraiment le défi des marketeurs. La première question à se poser, c'est j'en suis où ? Qu'est-ce que je veux faire dans mon entreprise avec les challenges, les enjeux de mon entreprise et comment j'y vais, par quoi je commence et quelles sont les étapes. Et ensuite, il y a le choix des solutions et je vous présenterai nos panoramas du marché avec le positionnement des acteurs dans 2 cas d'usage. Donc déjà, nous, on a établi une échelle de maturité. Le premier niveau, et on voit qu'il y a encore pas mal d'entreprises qui en sont là, c'est à niveau d'emailing, où on est plutôt dans des emails one-shot, dans le temps de la marque, c'est-à-dire que c'est plutôt les marques qui décident quand elles envoient les messages. Et là, on retrouve des campagnes de type comme de marque, beaucoup de newsletters, beaucoup d'informations sur des promotions, mais avec du one-shot. Ceci dit, il y a des gens qui font des choses très bien. On a animé récemment une table ronde en Belgique avec l'RTBF qui sont sur ce sujet-là. Par contre, au niveau des newsletters, ils font des choses très poussées. Et parce que jusqu'à il y a quelques temps, on s'abonnait à une newsletter sur le sport, une newsletter sur la culture. Et là, ils cherchent à faire des newsletters personnalisés où chacun, finalement, peut composer sa newsletter en fonction des thèmes qui l'intéressent. Donc, ça peut être basique, mais ça peut être aussi quand même évolué de travailler sur ces sujets-là. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on va appeler la communication multicanale. Là, on commence à avoir des scénarios automatisés en plusieurs étapes, c'est-à-dire j'envoie un email. Si l'email n'est pas ouvert au bout de 48 heures, je renvoie un email. Si les gens cliquent, je déclenche un appel ou une autre communication. C'est ça qu'on appelle les scénarios automatisés. Par contre, à ce niveau-là, ça reste souvent dans le temps de la marque à nouveau, c'est-à-dire que on travaille beaucoup sur le cycle de vie client, on y reviendra, avec des scénarios de type welcome pack, upsell, cross-sell, rétention. Mais ça reste des campagnes qui partent le timing est défini par la marque. C'est pour ça que je parle de temps de la marque. Et pourquoi je parle de multicanal? C'est parce que l'approche par les canaux est cloisonnée, est silotée. C'est-à-dire que l'exemple classique qu'on a et qu'on a encore vu dans une assurance récemment, c'est que j'ai des campagnes d'emailing d'un côté, de l'autre, j'ai une équipe qui développe beaucoup de contenu sur le web, par exemple, qui va créer même un portail sur la retraite, nous vous aidons à préparer votre retraite, etc. Et pour autant, tous les contenus qui sont faits sur le web sont absolument pas utilisés dans les emailing.
Donc c'est ça que j'appelle du multicanal, c'est-à-dire qu'on diversifie les canaux et on les juxtapose les uns à côté des autres. Et évidemment, ça crée une expérience client qui n'est pas terrible parce que si un client va sur le web et consulte un contenu et reçoit un email avec un autre contenu, avec peut-être une charte graphique qui n'est pas exactement la même, mais c'est quand même pas terrible vu du client. Mais en tout cas, il y a encore beaucoup d'entreprises qui en sont là et ça peut être aussi une étape dans une trajectoire marketing. La troisième étape pour nous, là, pour nous, on rentre plus dans du marketing client omnicanal. La différence, c'est que, alors déjà en termes de données, quand on est à ce stade, on a souvent une vue client un peu plus unifiée, au sens où je sais ce qu'a fait le client sur le web, je sais comment il se comporte vis-à-vis du mail, je sais qu'il a appelé le centre d'appel il y a 3 jours. J'ai une vue un peu plus unifiée de toutes ces actions. Et j'ai des scénarios qui ne sont pas uniquement sortants, c'est-à-dire c'est uniquement pas dans le temps de la marque, mais qui sont aussi entrants. Hein, on parle de trigger marketing, de marketing entrant, de déclencheur. Et là, quand on fait du marketing entrant, on est un peu plus sûr d'être dans le temps du client puisqu'on réagit à une action du client. Par exemple, pour cet événement, vous avez, nous, on a publié du contenu via Webikeo ou via nos propres canaux sur notre événement et c'est vous qui avez réagi en vous inscrivant. Ça fait aussi partie des scénarios entrants. Et on est un peu plus sûr d'être dans le temps du client. Si vous vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est peut-être que vous posez des questions en ce moment, peut-être que vous avez un projet en ce moment. Et donc, on est bien dans le temps du client. Et en général, par contre, ça demande d'avoir des contenus à plus forte valeur ajoutée pour que les gens déclenchent et s'intéressent. Et pourquoi on parle d'omnicanal? Parce que pour le coup, on est vraiment dans des campagnes qui peuvent aller rebondir d'un canal à l'autre. Ça peut être, et on l'a fait récemment, des scénarios qui partent d'un contact dans une agence bancaire, assurance, et qui déclenchent ensuite des emails, voire des appels. Et donc, on a vraiment d'omnicanal au sens où ce que vit le client sur les différents canaux est utilisé dans les campagnes. Et là, on va en parler après. On regarde beaucoup plus les parcours, c'est-à-dire ce que vit le client, comment il achète, comment il réclame, par quelle interaction et canal il passe. Et là, on va déclencher des campagnes sur ces sujets-là. Je vais y revenir. C'est aussi la gestion d'événements, comme je viens de le dire, et c'est aussi les moments de vie individuels et collectifs. Donc, on voit bien que d'un côté, on parle de cycle de vie client, de l'autre, on parle de parcours et de moments de vie. Mais en tout cas, c'est ce qui permet. Alors, les deux sont pas. Et je suis pas du tout en train de dire qu'il y en a un qui est bien et l'autre qui est pas bien. Je pense qu'il faut faire son choix et en fonction des contextes, il y a peut-être des scénarios qui peuvent être mixés entre le 2 et le 3. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que le 3 donne des résultats plus performants parce qu'on est un peu plus sûr d'avoir le bon contenu, le bon moment pour le client. Et enfin, le 4, c'est vraiment l'ère de la conversation. Je l'ai mis, vous voyez, en décalé parce que c'est vraiment une marche assez haute à franchir entre le 3 et le 4. Et parce que là, l'idée, c'est d'arriver à des messages beaucoup plus individualisés, des contenus hyper personnalisés. Évidemment, ça demande une maîtrise assez forte de ces campagnes et ça demande aussi beaucoup de maturité sur les données. Et en termes d'outils, ce qu'on voit arriver, et ça, on ne peut pas l'ignorer, même si c'est encore un peu tôt pour savoir exactement comment on va pouvoir l'utiliser, c'est tout ce qui est IA générative, j'en parlerai. Il y a des grosses annonces de Salesforce qui sont passées il y a, dès lundi dernier, il y avait une grosse conférence Salesforce mondiale où il y a eu des annonces importantes là-dessus. Même si on sait que souvent le discours des éditeurs américains précède un peu la réalité, c'est quand même important de le connaître. Et là, on est beaucoup plus sur du conseil avancé, des moteurs de recommandation, des avis campagne, de la gestion avancée des préférences, sur des choses beaucoup plus avancées. Voilà un peu. Donc l'idée, c'est de dire où vous en êtes vous par rapport à ces 4 étapes. Vous pouvez d'ailleurs être sur la 2, mais avoir déjà commencé à faire des choses sur la 3 ou sur la 4. C'est pas forcément exclusif. Mais je pense que c'est important de se positionner dans ces étapes-là et de se dire finalement, vous voulez faire quoi et à quel rythme. Et ça, on va y venir juste après. Donc, pour revenir au cycle de vie, c'est important. Alors là, je vous montre une slide hyper connue, hyper standard, mais on voit encore beaucoup de plans marketing dans différents métiers qui sont là-dessus. C'est qu'on imagine un cycle de vie client, mais ce que j'insiste beaucoup parce que parfois j'entends parler de parcours client quand je vois ça. Ça, c'est pas un parcours client, c'est le cycle de vie tel que le voit la marque. C'est-à-dire que on voit qu'on a quelqu'un qui commence à s'intéresser parce que dans la partie acquisition, parce qu'il commence à visiter votre site, il prend des rendez-vous en agence, il fait des demandes de devis. Un des scénarios qu'on voit beaucoup dans les projets marketing automation, c'est tout ce qui tourne autour de la relance du devis. J'ai envoyé un devis, le client n'a pas encore répondu, je le relance jusqu'à
obtenir un premier achat. Et là, on voit beaucoup des scénarios de welcome pack, parfois pas terribles. J'ai vu souvent des welcome pack qui sont faits par achat ou par gamme de produits. Et donc, un client qui est déjà client, il reçoit un welcome pack comme s'il n'était pas connu parce qu'il a acheté une nouvelle gamme de produits. On voit ça dans l'assurance, hein, par exemple, avec les souscriptions auto, IMO, etc. Et ensuite, on voit bien que la marque, elle va essayer de développer le client, ce qui est normal, avec de l'upsell pour l'amener à acheter du haut de gamme ou avec du cross-sell pour diversifier. On sait bien que plus un client a du multigamme ou a un équipement large, plus il est fidèle. Et puis ensuite, on peut avoir évidemment une phase où le client a moins de besoins, ou alors il a une insatisfaction, ou alors il a été soumis à la concurrence. Et en tout cas, on voit qu'on est en train de le perdre. Et là, on peut avoir des scénarios de rétention avec des scénarios d'enquête pour comprendre ce qui se passe, de promotion pour le faire revenir ou de réactivation. Ça, c'est vraiment un grand classique. Il y a énormément de plans marketing qui sont basés là-dessus. Et ça peut être très bien aussi si on le fait bien, si on choisit les bons canaux, si on maîtrise la pression sur ce qu'on fait, ça peut être aussi très bien. Mais j'insiste quand même que c'est souvent déclenché en fonction des objectifs et des enjeux de la marque, fidéliser ses clients, les faire monter en gamme, etc. La deuxième option qu'on pousse beaucoup, nous, chez Acemis, c'est de travailler, d'essayer d'être plus dans le temps du client. Et ça, on y arrive par les parcours clients. Là, je vous donne l'exemple d'un de nos clients qui est l'EFS, l'Établissement français du sang. Je donne cet exemple parce que ça parle à tout le monde. Je ne sais pas qui a donné son sang dans l'Assemblée, mais en tout cas, on a un gros projet Innovadon là qu'on accompagne. Et on a travaillé sur le marketing automation. On a complètement transformé tout le marketing automation de l'EFS. D'ailleurs, les nouvelles campagnes sont sorties depuis le début d'année et on s'est basé beaucoup sur le parcours. Alors, le parcours donneur, évidemment, c'est avant le don, pendant le don, après, enfin, surtout avant et après le don. Et donc, on a beaucoup travaillé sur l'avant, sur solliciter au bon moment, sur le bon lieu, hein, parce qu'il y a des campagnes qui se font dans des maisons du don ou dans des collectes mobiles avec un calendrier de campagne. C'est pas la peine de solliciter un client chez qui il n'y a pas de collecte dans les 6 mois qui arrivent à proximité de son domicile. Donc, on a beaucoup travaillé sur comment ça se passe, ce que font les donneurs avant le don. Et ils se renseignent, est-ce que je peux donner, où est-ce que je peux donner, quand je peux donner. Et en fonction, je me prépare au don, je pose des questions, je prends rendez-vous. En fonction de tout ce qu'il fait, on déclenche des campagnes qui sont vraiment très adaptées au moment précis de ce qu'il vit dans son parcours. Et j'évite la sursollicitation, qui était un peu le cas avant, mais sur laquelle on a beaucoup travaillé. Et ensuite, après le don, on remercie déjà, c'est quelque chose de tout bête, mais le don est un geste bénévole, on remercie, on s'assure que l'événement était agréable, utile. Il y a des cas où après le don, on peut se sentir pas très bien, quelque chose d'important à repérer. Et puis ensuite, on me propose une suite personnalisée, il y a différents types de dons. Là aussi, on peut faire, alors le terme n'est pas approprié, mais on peut faire un don de sang, un don de plaquettes, un don de plasma, donc on peut aller un peu plus loin. Je vous encourage d'ailleurs à donner votre sang. Il y a beaucoup de besoins en ce moment, mais c'est une parenthèse. Par contre, évidemment, ce qu'on constate, et là aussi, j'ai fait un petit sondage autour de mes collègues et de mon environnement proche, et on voit des mauvaises pratiques autour des parcours. Je vous en donne 2. Là, à gauche, vous voyez, c'est quelqu'un qui a commandé un véhicule qui devait être livré par Shiply, et en fin de parcours, elle a été spammée d'enquêtes clients pour savoir, voilà, mais vous voyez, 1, 3, 7 juin, 30, 23 mai. Là, c'est une mauvaise. C'est comme orienté parcours, puisque c'est juste à la fin du parcours qu'on reçoit l'enquête, c'est un grand classique. Par contre, là, c'est une mauvaise pratique de l'avoir spammé. Et quelqu'un d'autre qui a voulu souscrire à une prime rénov', mais en fait, qui a demandé la prime rénov' alors qu'elle avait fait les travaux. Et elle a continué à être sollicitée par la prime rénov' sur est-ce que vous voulez la prime rénov' alors que c'était plus possible. Là, on voit que, sans doute pour un problème de data, mais en tout cas, il y a une volonté de suivre le parcours client, mais qui s'est finalement très mal opéré et sans doute pour un problème de données avec des déclencheurs de campagne qui n'étaient pas positionnés au bon moment ou qui ne tenaient pas compte de tout ce qui s'est passé avant dans le parcours. Donc, c'est assez exigeant, mais c'est complémentaire à l'approche par le cycle de vie et ça assure quand même d'avoir des campagnes bien ciblées qui arrivent au bon moment. Ok, mais vraiment désolé pour cette interruption indépendante de notre volonté, comme on dit. Donc, je reviens donc sur les moments de vie.
Donc voilà tous les moments de vie sur lesquels beaucoup de marques travaillent. Et le but, c'est d'identifier d'identifier quel client est en train de vivre ce moment-là. Le moment de vie collectif, évidemment, c'est plus facile. Le moment de vie individuel, c'est plus difficile à capter. Mais je vous donne un exemple de ce qu'on a fait pour récemment. Pour un client autour du déménagement, c'est un peu comme ça qu'on travaille, hein. On regarde le déménagement, on regarde le potentiel du scénario en termes de volumétrie quand même. Je vous ai montré les volumétries, je reviens en arrière, les volumétries au niveau national. Hein, ça, c'est des chiffres qu'on a eu par l'INSEE ou par différentes sources de données. Et ensuite, on regarde au niveau de chaque marque, et ben, ça donne combien en potentiel, parce qu'évidemment, on ne va pas faire des scénarios si les cibles sont trop petites. On va travailler ensuite sur les événements déclencheurs, il y en a plein. Hein. Ça peut être par la constatation de contenu, ça peut être par d'autres scénarios, ça peut être par la data, ça peut être par des données externes. Bon, l'IA va aider demain. Et puis, on regarde la faisabilité, est-ce qu'on a du contenu, et ensuite, quels sont les produits qu'on a derrière, parce qu'il s'agit de faire du relationnel, mais aussi évidemment de vendre, de proposer des produits. On va pas faire des campagnes si on n'a pas de produit, quoi qu'on peut le faire dans un esprit de fidélisation. Et ensuite, on va regarder dans le détail tous les contenus qu'on a, avec des contenus qui peuvent être relationnels pour garder l'esprit à la marque, des contenus qui peuvent être autour de la pédagogie du contrat, expliquer le contrat, expliquer le parcours client, par exemple le sinistre dans une assurance, et puis tous les besoins de contact qu'on peut avoir, les besoins de rebond commercial qu'on peut avoir plus ou moins direct. Et ensuite, on va beaucoup travailler sur les événements déclencheurs, beaucoup sur la data, on va y revenir. Ça peut nécessiter des études au préalable, hein, des look-alike, c'est-à-dire de faire des ciblages sur des personnes qui ont, par exemple, fait un projet auto ou un projet IMO et d'identifier si on a le même type de profil ou les mêmes types d'historique dans les données. C'est exigeant, mais en tout cas, ça se fait de plus en plus. Et c'est aussi une assurance d'avoir des scénarios beaucoup plus ciblés avec des taux de retour beaucoup plus relativement importants. Alors, comme un point, toujours pareil, là j'étais dans la bonne pratique. La mauvaise, la voilà. La fête des mères, on est en plein dedans. La fête des pères, c'est dimanche. Hein, pour ceux qui ont oublié, d'ailleurs, je fais passer le message. Alors, toc papa. Et donc là, c'est un contre-exemple qui est arrivé à une collègue. Donc, on lui a fêté. Pour la fête des mères, histoire d'or, l'a spammé. Vous voyez le nombre de mails reçus. Donc ça, c'est vraiment une mauvaise pratique aussi, c'est de spammer autour des moments de vie que peuvent être collectifs, que peut être la fête des mères ou la fête des pères. En plus, alors personnellement, j'ai plus de, mon papa est décédé, donc recevoir des mails sur la fête des pères, c'est pas forcément agréable, quoi. Donc il y a un manque de sensibilité. Je crois qu'il y a quelques marques, je crois qu'on en parlait, c'est le petit ballon qui a travaillé là-dessus justement autour de la fête des mères et des pères pour justement poser cette question. Et éviter, en tout cas, si on l'a fait une fois, éviter de renvoyer des mails à des gens qui ne sont pas concernés avec ce que je viens de dire. Ça peut quand même être très préjudiciable. Donc voilà, cycle de vie, parcours client, moment de vie, c'est vraiment les trois grands domaines. Tout ça peut se combiner. On n'est pas en train de dire si on fait les choses bien, les trois sont pertinents, mais il faut bien choisir avec quoi on veut travailler. Alors après, nous, ce qu'on fait beaucoup pour trouver la bonne trajectoire, c'est de faire des cartos des campagnes existantes. C'est-à-dire, j'ai combien de campagnes, combien sont, et de les répartir. Alors, si on est dans plusieurs marques, c'est encore, si on fait un marketing groupe avec plusieurs marques, si on a un marketing avec plusieurs offres ou plusieurs BU, c'est encore plus important de regarder, puisque si ça touche les mêmes clients, de faire un peu un bilan de où on en est sur les campagnes et de regarder par objectif quelles sont les campagnes qui sont de l'upsell, du cross-sell, de la formation, de la conquête, et voir si ça correspond aux enjeux. Ça peut être aussi par famille de produits, ça peut être par canal. En fait, c'est de faire un peu un bilan sur toutes les campagnes qu'on a pour ensuite regarder avec le marketing automation, on peut fusionner, mutualiser certains scénarios. Exemple, si on a 5 welcome packs, on peut décider d'en faire qu'un avec l'intelligence qu'on a dans les outils à géométrie variable. Et donc, ça peut permettre de réduire le nombre de scénarios, d'automatiser, de gagner du temps. En tout cas, on peut poser la question. Oui, j'ai une question dans le mail. On peut quand même poser la question, pas aussi directement en demandant est-ce que votre père est décédé, mais quand même, est-ce que ce genre de sollicitation vous intéresse ou pas? Voilà, pas aussi directement, je pense, mais en tout cas, pour éviter de spammer des gens qui sont dans cette situation. Je pense qu'il y a des façons un peu plus soft de poser la question. Et je crois que c'est comme ça qu'a fait le petit ballon, c'est de poser des questions plus soft sur l'intérêt.
Donc ensuite, sur les campagnes, c'est effectivement de regarder tout ce qu'on peut fusionner et mutualiser grâce aux fonctionnalités d'automatisation, renoncer à certaines campagnes. Moi-même, j'opère des campagnes, j'en ai opéré pour des marques et c'est compliqué d'arrêter des campagnes. Quand on est marketeur et qu'on a conçu une campagne, on a toujours du mal, mais je crois que par moment, il faut renoncer si les résultats sont insuffisants et en demandant des feedbacks. L'exemple qu'on vient de donner sur la fête des pères, c'est un bon exemple. C'est de s'interroger, surtout quand on a déjà identifié des sujets. C'est important de se dire j'arrête de certaines campagnes où je diminue la pression et en plus on gagne du temps en faisant ça. Évidemment, toujours maintenir, améliorer celle qui marche et puis libérer du temps. Faire de cette cartographie, ça permet de libérer du temps pour pouvoir penser à des nouvelles campagnes et aussi gérer les urgences. On sait qu'on peut peut-être faire un plan de campagne en début d'année, mais qu'il va se passer des choses dans l'année et qu'on va être obligé de faire des campagnes d'urgence ou de gestion de crise. Et pour ça, il faut avoir du temps, sinon on est dans le rouge. C'est important d'avoir ce bilan, ce temps de recul pour essayer d'automatiser, gagner du temps et avoir de l'espace pour faire des nouvelles campagnes et gérer les urgences. Alors, dernier point, enfin avant-dernier point sur cette partie vision cible et trajectoire, je regarde l'heure aussi. La partie data est évidemment un gros sujet. Alors, je parlerai pas, j'ai pas le temps aujourd'hui de parler des contenus parce que c'est au moins aussi important d'avoir une trajectoire sur les contenus pour les améliorer. Aujourd'hui, on voit que sur les contenus, le fond et la forme sont très importantes. La vidéo, par exemple, le vidéo marketing est une tendance forte. Mais on ne peut pas aborder tous les sujets. J'ai fait le choix de parler de la data, qui est quand même un sujet de frustration pour beaucoup de marketeurs. Et donc, nous, ce qu'on pense, c'est que c'est important de cartographier les données. Nous, on vous montre ici, je vais pas vous l'aurez dans le support, je vais pas la détailler, mais c'est notre approche, comment cartographier les données avec 3 cercles, un peu les données descriptives des clients autour d'identité, des coordonnées, du scoring, des transactions, les données comportementales sur tout ce que fait le client, les interactions selon les canaux, digital, en autonomie, toutes les préférences. Alors, il y a beaucoup de solutions maintenant qui ont ce qu'on appelle des centres de préférence. On va aller encore plus loin dans la gestion des opt-in, bien sûr, des consentements, mais aussi des centres d'intérêt. Et puis des données émotionnelles. Alors, quelque chose qu'on prend, que peut-être là, beaucoup de marques sont moins avancées, mais c'est quand même important d'essayer de provoquer du feedback. Alors nous, on n'est pas trop sur le j'aime pas qu'on pourrait avoir, mais on aime bien avoir plutôt une question utile, pas utile. Est-ce que ce contenu vous a été utile ou pas? D'essayer d'adapter les feedbacks clients et d'avoir des feedbacks sur les campagnes. Certaines marques ont créé aussi des clubs clients avec des clients un peu complices. C'est pas toujours possible, mais enfin, nous, on recommande de le faire pour avoir des clients qui pourraient participer même à des A/B tests de campagne qui seraient volontaires pour le faire. Mais en tout cas, pour nous, c'est important de développer ça, d'utiliser aussi des verbatim, l'analyse de verbatim client quand c'est possible. Ça peut être sur la voix ou sur le digital. Il y a des solutions. On va revenir aussi au moteur sémantique ou à l'IA pour le faire. Et puis de regarder les impacts sur les scores satisfaction, NPS, un Net Promoter Score pour ceux qui ne connaîtraient pas, ou la gestion de l'effort client. Alors nous, ce qu'on recommande aussi, d'éviter la facilité. Parfois, le dialogue est tellement difficile entre marketeurs, DSI et data que par facilité, le marketeur va dire donnez-moi tout ce que vous avez, puis je me débrouillerai. Je pense que c'est pas une bonne méthode. Il faut mieux travailler par cas d'usage et petit à petit, de façon incrémentale, exprimer ses besoins en fonction de cas d'usage et progresser petit à petit. Alors justement, en termes de trajectoire, vraiment très grosse recommandation. On a encore vu beaucoup de problèmes autour de ça. C'est de ne pas mettre ces sujets d'architecture de données sur le chemin critique des projets. C'est-à-dire qu'on a vu pas mal de projets marketing où on dit tant que j'ai pas mon entrepôt de données, ma CDP, mon data mart, je démarre pas le projet marketing automation. Je pense que c'est vraiment dommage parce que il y a une courbe d'expérience qu'il faut acquérir et je pense que ça doit être des projets qui se mènent en parallèle avec 4 grands domaines dans l'architecture, hein. Toutes les sources de données. Donc ça, c'est évidemment bien important de les connaître. Il y a tout ce qui est legacy, système de gestion, les CRM, évidemment, vente service, le digital, les réseaux sociaux, on peut en avoir d'autres. Ensuite, il y a une couche un peu technique. C'est un peu la plomberie, mais c'est important. C'est où est-ce que je vais stocker mes données? Est-ce que j'ai un référentiel client unique? Est-ce que je parle d'entrepôt de données type Data Warehouse, Data Mart? Maintenant, on parle de plus en plus de CDP. On n'a pas le temps ce matin de revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'il y a parfois la CDP, ce sont des entrepôts de données un peu avancés qui peuvent même avoir des fonctionnalités de type recommandation,
ciblage avancé. La transformation des données, on a besoin d'avoir des données tout de suite exploitables par le marketing automation en termes de ciblage, de perso, et ça demande parfois de les personnaliser. Tout ce qui est segmentation, scoring, et l'IA générative qui arrive, hein, les annonces récentes de Salesforce avec Einstein GPT, j'y reviendrai tout à l'heure. Évidemment, il y a la partie marketing automation qui est le cœur avec les outils marketing et puis aussi tous les outils de diffusion de canaux, hein, des couplages avec le CRM sur le phoning et les solutions de routage d'appel, ce qu'on appelle les ACD. Ça peut être aussi du routage via le digital, via les réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment le cœur. Mais évidemment, dans l'architecture de données, il y a d'abord le sourcing des données, il y a tout ce qui est stockage, urbanisation, traitement, machine learning. Et puis enfin, ne pas oublier un point super important, c'est l'analyse des résultats. Les outils de marketing vont vous donner des résultats de type combien de mails ont été ouverts, combien de mails sont arrivés, les bounces, etc. C'est ce que j'appellerais des indicateurs directs. Mais ensuite, il y a l'indirect, c'est au final, est-ce que ma campagne a provoqué des ventes au final? Donc ça, c'est plus compliqué et souvent, on le fait par des outils de DataVis. Nous, ce qu'on pousse beaucoup, c'est des nouveaux outils d'analytique de parcours client comme Datakili, comme Pointillist de Genesis, qui permettent de reconstituer tout ce qu'a fait le client autour d'une campagne ou autour d'un parcours. Et donc, ça, c'est les 4 grandes couches. Notre recommandation, comme je le dis, c'est de ne pas mettre ces projets sur le chemin critique, c'est-à-dire de définir ces projets. Ça peut être long, ça peut coûter beaucoup de sous, mais en tout cas, c'est de dire j'avance sur le marketing en parallèle et je ne mets pas ça sur le chemin critique pour me faire ma courbe d'expérience, pour pouvoir obtenir des bénéfices business et clients à court, moyen et long terme. Et la grosse aussi recommandation de notre côté, c'est de tester les nouvelles, tout ce qui arrive, parce que il y a beaucoup de changements qui vont arriver, notamment avec l'IA, et on peut encore avoir des doutes, il y a beaucoup d'incertitudes, on sait que ça va bouger très vite, mais notre recommandation, c'est d'avoir une approche donc incrémentale sur votre projet marketing automation, en synchronisant petit à petit les feuilles de route campagne et data, et puis de tester tout ce qui arrive, toutes les nouvelles technologies, parce que ça va beaucoup bouger et la courbe d'expérience peut être longue. Dernière slide sur la trajectoire. Ça, c'est un exemple qu'on a fait chez un de nos clients et c'est souvent quelque chose qu'on pousse. Une fois qu'on a un peu fait la première phase à gauche là de où j'en suis, où je veux aller, où j'en suis sur les datas, j'ai un peu réorganisé mon plan de campagne. Une fois que j'ai fait cette phase-là, on a une période d'apprentissage pour progresser petit à petit. Et donc là, ça peut être des premiers scénarios pour commencer à les travailler, commencer à travailler le build, c'est-à-dire comment je les mets en œuvre, comment je vais les exploiter dans le temps, améliorer toutes les conditions d'exploitation. Ça, c'est la période d'apprentissage. Ensuite, une fois qu'on est arrivé à ce niveau, on a vraiment des scénarios qui tournent un peu plus avancés, plus omnicanaux, mieux ciblés, mieux personnalisés. C'est de passer à une montée en maturité et là, continuer le déploiement de ces scénarios un peu plus avancés pour ensuite avoir une période de généralisation où je vais vraiment avoir un programme relationnel équilibré qui tourne régulièrement avec du temps pour gérer des crises, avec du temps pour en imaginer de nouveaux. Mais on voit bien que c'est en plusieurs phases et c'est pas du Big Bang du jour au lendemain. Et c'est à chacun de trouver sa vitesse, son rythme pour y arriver. Voilà, j'ai fini cette première partie. Donc, le but était là de vous donner un peu, de vous aider à vous dire comment exploiter mieux les solutions, comment être moins frustré par rapport à tout le potentiel des technologies, où j'en suis aujourd'hui, où je veux aller et quelle est la trajectoire que je choisis. La dernière partie, c'est de bien choisir ses solutions, évidemment. Et donc là-dessus, le premier point, c'est que vous voyez, il y a 11 000 technologies d'après la Market Tech Map qui est là. Il y en avait 5 000 il y a 4-5 ans, je crois. On est passé à 11 000 aujourd'hui. C'est juste énorme. Et donc, comment s'y retrouver? Et ben, nous, ce qu'on essaie de faire chez ACMI, c'est de donner des clés de lecture pour essayer de mieux arbitrer vos choix. Petit clin d'œil à droite, hein, c'est la tentation aussi de ces technologies, c'est d'en faire beaucoup et justement de pas bien les utiliser pour faire des choses qui sont pas vraiment très bien ressenties par les clients, avec les mauvais exemples que je vais donner par exemple tout à l'heure. Alors, 2 cas d'usage. Alors, on va vous donner vraiment des panoramas de marché avec des exemples de solutions, mais il y a quand même 2 cas d'usage différents qu'on voit quand même. Il y a beaucoup de discussions, tout le monde n'est pas d'accord avec cette clé de lecture, on vous livre la nôtre. Il y a quand même des projets qui nous semblent assez différents. Quand on est en B2C, vraiment uniquement en B2C, avec des personnes physiques, donc avec des sujets d'acquisition, de fidélisation, rétention, et qu'on a des volumes quand même plus ou moins importants, mais quand je dis important, c'est au moins quelques centaines de milliers de contacts, voire quelques millions de contacts, hein, qu'on peut avoir dans le retail
ou dans les ONG, parce que ça fait partie de nos clients, mais aussi dans la banque et l'assurance. Et donc là, on a des canaux en haut, mais souvent c'est pour aussi alimenter de l'e-commerce, soutenir de l'e-commerce, ou bien avoir aussi alimenté des réseaux d'agences, des réseaux de boutiques avec toutes ces problématiques omnicanales. Quand on est dans ce domaine, voilà notre vision du marché. Que je vais vous détailler maintenant. Donc, je regarde l'heure, il nous reste 10 minutes à peu près. Donc, on a, nous, ce qu'on considère, alors, c'est notre lecture, elle peut être contestable, évidemment, mais d'abord, on a à gauche des spécialistes plutôt de l'emailing, même si beaucoup progressent aujourd'hui, qui sont pour nous de l'entrée de gamme, mais c'est pas péjoratif. Ça ne veut pas dire que ces solutions ne sont pas performantes. Elles sont adaptées à des entreprises qui ont des volumes moins importants. Et quand on a des volumes moins importants, on a moins besoin d'automatisation. Et à des tarifs aussi beaucoup plus bas. Là, il y a vraiment une différence qui peut être importante entre ces solutions et les autres que je vais vous montrer juste après. Et ça, c'est pour nous l'entrée de gamme, même si des solutions comme Sendinblue, qui s'appelle maintenant Brevo, ou Mailchimp, progressent et vont vers des scénarios plus automatisés que ça pouvait être le cas avant. Là, c'est pas exhaustif, il y en a encore plein d'autres. On a fait un choix arbitraire pour vous présenter celles que nous, on a rencontrées le plus souvent dans notre écosystème, mais c'est pas exhaustif. En tout cas, c'est la première partie. Il y a une deuxième partie qu'on voit avec des gens comme Adobe, Selligent, Actito, Splio, Imagino, Klaviyo, qui sont pour nous un peu plus haut de gamme, et qui sont pour nous un peu des leaders quand même sur des projets de dimension plus importante, avec une particularité quand même sur tout ce marché, c'est qu'on a de moins en moins d'acteurs européens ou français. On a beaucoup de gens, là, des gens comme donc qui sont aujourd'hui américains, comme Selligent, qui était d'origine belge, mais qui fait partie aujourd'hui d'un groupe qui s'appelle Marigold. On a quand même des solutions européennes, comme Actito ou Splio aujourd'hui, ou comme Imagino, qui sont à noter. C'est quand même un point important avec tous les aspects RGPD que vous connaissez. Une tendance sur ce segment, c'est que il y a un regroupement qui est en train de se faire. Deux exemples, Selligent, qui aujourd'hui appartient à un groupe qui s'appelle Marigold. Vous allez voir déjà Cheetah Digital en bas à gauche, qui est aussi partie du groupe Marigold. Et donc, il y a quand même c'était le cas longtemps de Marketing Cloud, qui n'était pas intégré avec les autres briques CRM de Salesforce. Donc, attention à vérifier si ces solutions qui se présentent comme des suites sont réellement intégrées. Il y avait une question dans le chat sur la volumétrie, à partir de laquelle il faut être plus ambitieux sur l'automatisation. Je dirais quand même que c'est un mix entre la volumétrie et puis le niveau d'automatisation qu'on veut. Mais je dirais qu'au-delà de peut-être quelques centaines de milliers de contacts, on est plus, et même en termes de pricing, on va être plus sur le segment quand même des spécialistes comme Selligent, Actito, Splio, Adobe ou Imagino. Je pense qu'il y a même des tarifications de certains de ces acteurs qui commencent plus haut. À Adobe, je pense qu'en dessous d'1 million de contacts, c'est peut-être compliqué. Voilà, donc on est quand même sur des pricing et des volumétries un peu différentes. Le niveau d'automatisation dépend aussi beaucoup de si vous faites beaucoup d'entrants, de trigger marketing, si vous êtes sur des scénarios avec des parcours d'achat un peu longs, où en fait, par exemple, si vous faites du marketing automation pour soutenir des parcours d'achat et que le parcours d'achat, vous êtes dans l'immobilier, je prends l'exemple, c'était un de nos clients, ou quand vous achetez un appartement, vous n'allez pas vous y prendre en un clic. Si c'est par exemple sur de la défiscalisation, c'était le cas de notre client. Forcément, on avait des parcours à plusieurs étapes avec de la maturation, et là, si c'est pas automatisé, c'est compliqué. Donc, ça dépend de la longueur et de la complexité des parcours, ça dépend de la volumétrie et ça dépend du type de scénario sortant, entrant que vous voulez faire. Je reviens donc les généralistes, effectivement, il y a cette notion de suite plus ou moins intégrée. Et une fois qu'on a choisi ces solutions qui sont un peu cœur, il y a un écosystème complémentaire. Alors, c'est pas exhaustif, mais j'essaie de présenter des choses qui peuvent être complémentaires dans votre écosystème. Il y a des solutions d'acquisition, de gamification et de fidélisation. Le groupe QNTM auquel appartient Actito a récemment acquis Qualifio, qui est un outil assez connu d'acquisition. Si vous avez une base de 50 000 contacts et vous voulez l'enrichir rapidement avec des nouveaux contacts, Qualifio est l'outil qui peut vous aider avec de la gamification, des jeux concours, toute une série de scénarios. Mais aujourd'hui, il fait même partie du groupe que Actito. Selligent, de la même façon, dans le groupe Marigold, il y a des solutions d'acquisition, des solutions de fidélisation.
qui peuvent permettre de compléter. Vous voyez, c'est l'exemple que je donnais hein, sur les groupes, les groupements d'acteurs, c'est une vraie tendance assez récente, hein, parce que QNTM et Marigold, c'est des annonces qui ont été faites il y a quelques mois, donc c'est vraiment récent. Et puis Comarch, qui est un acteur vraiment de la feed, j'ai pris cet exemple parce que Comarch gère des programmes de fidélisation à points. Hein, tous les programmes Gold, Silver, Bronze avec des avantages, des calculs de points, bah, il y a des outils. Alors on peut le faire dans les autres outils, mais Comarch a vraiment un moteur qui fait ça. Et ensuite, d'autres acteurs comme D'Artagnan, dans les outils qu'on a cités, il y a des éditeurs d'emails de contenu, mais D'Artagnan est un spécialiste qui va plus loin. Et donc, si vous estimez que l'éditeur d'email de votre solution ne vous convient pas, vous pouvez le compléter avec un éditeur comme D'Artagnan, il y en a d'autres. Pareil sur les notifications push, hein, le push-app, qui est quelque chose qui marche bien, c'est au lieu d'envoyer des mails, c'est de pousser des notifications dans les apps mobiles que vos clients auraient installées. Il y a quelques acteurs comme Batch, Wisepop qui sont spécialisés là-dedans. Le mobile marketing aussi, hein, avec Braze ou avec Captain Wallet qui a été racheté récemment par Sendingblue, enfin par Brevo, ou Neostore sont des gens qui vont vous aider. Ça peut être intéressant dans le retail notamment d'avoir ces solutions un peu de mobile marketing. Et puis j'ai cité aussi les acteurs de l'analytique, comme je le disais, les solutions marketing souvent vous permettent de faire de l'analytique sur je dirais des indicateurs directs des campagnes, le taux d'ouverture de mail, le taux de bounce, le taux d'opt-out, etc. Mais ne vous permettent pas toujours d'analyser le résultat des campagnes. Le résultat bout en bout des campagnes qui vous demande de mixer des données de campagne avec des données de transaction, des données de commande. Et ça, il faut des outils comme Power BI, Tableau ou Wizali, qui est un outil français qui permettent de faire ce genre de choses. C'est pas exhaustif, mais c'est juste pour vous donner l'idée que il y a à choisir sa solution hein, dans les trois, moi je dirais dans les trois segments à gauche, et après on peut avoir besoin de la compléter dans le temps. Hein, évidemment, on n'est pas obligé de le faire dès le début par ce genre de choses. Ensuite, évidemment, la data, c'est vraiment un gros sujet. Donc, on peut avoir trois sujets sur la data. Le premier, c'est la qualité de données, avec des acteurs comme DQE Software, comme Capency. Je n'ai pas cité Amabis, mais il y a aussi Amabis, il y en a d'autres, mais qui vont vous aider à diagnostiquer votre base, à la redresser, à améliorer la qualité des adresses, des mails, des téléphones, à l'enrichir. Évidemment, les acteurs du RGPD, avec des solutions qui peuvent vous aider à avoir votre registre RGPD et à vous assurer que vous êtes vraiment aux normes. Et puis quelque chose qu'on est en train, alors nous on en est au début chez Acemis en train d'évaluer toutes les données intentionnistes. On a parlé de scénarios de mémoire de vie. Seaways, par exemple, il y a un acteur qui permet très spécialisé dans l'automobile, qui permet de délivrer en étant RGPD, mais quand même des gens qui ont des projets de changement de voiture et qui ont eu des comportements sur le digital qui montrent qu'ils ont un projet auto. Voilà, donc il y a des acteurs, je crois qu'il y a un acteur qui s'appelle BeMove, pareil sur le déménagement, qui vous donne un peu les intentionnistes, des gens qui ont un projet de déménagement. Et donc, c'est des choses qu'on peut mettre en place pour anticiper les moments de vie. Évidemment, je suis obligé de parler d'IA. J'en parle même pas beaucoup par rapport à là-dessus. Je pense qu'on va avoir des panoramas qui vont arriver de notre côté, mais c'est très compliqué parce que ça va extrêmement vite. Hein. Il y a quelques mois, on parlait pas de ChatGPT. Et aujourd'hui, Salesforce annonce Einstein GPT qui va être implémenté dans toutes les solutions. Il y a un marketing GPT, sales GPT, service GPT qui vont vous permettre, par exemple, sur le marketing, de générer automatiquement des landing pages, de générer des emails personnalisés pour un client en fonction de son historique, en fonction de comment elle a répondu au précédent email. Comme d'habitude, je pense que le marketing de Salesforce devance la réalité des technologies vraiment utilisables, mais c'est quand même important pour nous d'écouter ce discours et de commencer à tester les solutions. On peut pas dire aujourd'hui comment ça va évoluer. On sait qu'on aura des nouvelles IA qui vont arriver. On sait qu'il y aura de plus en plus d'IA. On est sur le marketing automation qui vont pousser des choses sur un ciblage plus avancé, de la personnalisation plus avancée, des choses comme ça. Et pour nous, ça va aller vite, de plus en plus vite avec le machine learning. Il faut commencer à tester pour s'habituer, pour expérimenter les solutions. C'est vraiment notre recommandation d'être un peu en mode labo, c'est-à-dire d'avoir sa trajectoire, comme on l'a dit, et à côté d'être en mode labo sur je teste et j'expérimente des nouvelles solutions. Il y a Microsoft avec Cognitive Service, il y a OpenAI évidemment qui est la boîte un petit peu qui a il n'y a pas qu'OpenAI, mais c'est une des plus connues qui sort ces nouvelles technologies. Et on voit de plus en plus d'exemples. Alors évidemment, les exemples les plus connus, Amazon, Netflix,
j'en oublie, utilisent de plus en plus ces moteurs d'IA qui sont complètement intégrés dans leur process, dans leur marketing automation. Je crois qu'Amazon a même développé sa propre IA générative. Voilà, donc on ne peut pas aujourd'hui, pour nous, faire l'économie de regarder. Pour nous, on n'en est pas au stade où on peut avoir des certitudes sur ce qu'il faut faire ou des recommandations. Mais pour nous, il faut commencer à tester ces choses-là un petit peu en continu et en mode labo. C'est vraiment notre grosse recommandation. Et la dernière couche qui est en bas, c'est la couche CDP, Datamart. Évidemment, on a besoin de ces couches-là. On donne quelques exemples ici de solutions qui permettent d'agréger les données, d'avoir cette intelligence de data. Mais encore une fois, je pense qu'il faut avancer sur les projets marketing et avoir la trajectoire data. Voilà. J'ai une question et je vais y répondre juste après, parce que pour nous, on est sur un autre domaine qui est l'autre cas d'usage. Là, j'étais sur le cas d'usage B2C-like. Hein. Encore une fois, il peut y avoir des cas peut-être plus B2B qui utilisent ce genre de solutions, mais quand même, ces solutions sont plus très orientées B2C en général. Par contre, dans un autre cas, oui, je vois qu'il est 11h50, je termine, j'ai 3 slides, je termine. On a un autre cas plus B2B, mais pas que, où on est sur des parcours d'achat plus longs, souvent sur des cibles moins volumineuses, souvent pour alimenter des forces de vente, plus B2B. Et vous voyez, à droite, on est plutôt sur un funnel de lead management avec des étapes. Et là, on a d'autres acteurs, et là, on va voir arriver Eloqua pour répondre à la question. Alors, on a quand même toujours les mêmes hein, Sendingblue, Mailchimp, Sarbacane, on va les retrouver aussi dans du B2B. Ça peut arriver. Par contre, là, on a d'autres acteurs en B2B, plutôt des spécialistes du B2B comme Magilis, Webmécanique, Plaisir, 3 Français d'ailleurs, trois belles boîtes françaises, mais plutôt sur de l'entrée de gamme. Encore une fois, c'est pas péjoratif sur la qualité, mais c'est plus sur le positionnement en termes de volumétrie et de prix. Marketo, qui est une solution qui a été rachetée par Adobe, et on arrive évidemment à Pardot chez Salesforce, hein, c'est une autre solution, mais qui est beaucoup plus orientée B2B. Alors, j'ai pas mis Microsoft Dynamics, ça c'est mon jugement, tout le monde ne serait pas d'accord, mais je pense que Microsoft Dynamics est plus adapté au B2B aujourd'hui qu'au B2C, même si je sais que chez Microsoft, on dirait peut-être le contraire. Et puis, on a des solutions comme Eloqua, HubSpot, qui sont plus orientés aussi B2B. Créatio et Fici sont des acteurs du CRM, mais qui ont aussi des solutions marketing. J'ai pas mis Responsive, j'aurais pu le mettre. C'est comparable à Eloqua et à cette gamme de produits, mais on est vraiment sur des généralistes du CRM qui ont des solutions très B2B. Il y a des solutions qu'on a que dans le B2B de gros hacking qui vous permettent de faire des campagnes sur LinkedIn pour essayer d'avoir des campagnes de marketing automation sur LinkedIn. On vient de tester la grosse machine sur un projet en Espagne et on a été surpris d'avoir des très bons résultats sur Facebook alors qu'on était en B2B et moins sur LinkedIn. Mais en tout cas, c'est des choses qui vont vous permettre de commencer des conversations marketing en utilisant des supports comme LinkedIn ou Facebook. Et puis enfin, on a aussi des fournisseurs de données, mais qui ne sont pas les mêmes, c'est pas les mêmes noms. Nomination, Corporama, Explore dans le BTP ou Cartegie. Nomination, par exemple, c'est issu du groupe des Échos ou Corporama. Ça va vous donner des entreprises avec des noms de contact, avec des actualités. On peut même avoir des alertes sur des appels d'offres ou sur des rachats de marques qui vont générer des campagnes. Pour nous, c'est de l'intelligence qui peut être utilisée aussi bien par des forces de vente que par du marketing. On a aussi l'IA, je ne reviens pas, mais c'est pareil, l'IA, tous les moteurs IA, d'IA générative peuvent apporter du plus, et tous les acteurs CDP, référentiel client unique aussi, qui font partie du panorama. Donc, il y a un peu moins, à notre avis, il y a un peu moins d'acteurs sur ce périmètre-là, mais c'est quand même des gens différents j'ai mis B2B-like, hein, il y a la frontière et pas toujours B2C, B2B, mais enfin, en tout cas, c'est quand même souvent des acteurs dont le pricing, dont les solutions sont plus adaptées au B2B. Je termine, il est 52. Par une dernière slide, parce que tout ça, c'est très beau, choisir les technos, faire les bons choix de trajectoire data, de trajectoire de campagne, savoir si on veut travailler sur le cycle de vie, le parcours. Mais il y a une dernière condition importante, c'est comment on s'organise et comment on désilote. On voit encore beaucoup de projets marketing qui sont bloqués par le silo des organisations et par des difficultés à travailler. Nous, ce qu'on dit, et on l'a fait, on a aidé des entreprises à le faire, c'est déjà en bas à droite d'avoir une équipe marketing la plus agile et la plus autonome. Ça veut dire quoi? C'est d'avoir dans l'équipe des compétences, à notre avis, 3-4 compétences dans l'équipe sur la data. Alors, il ne s'agit pas de remplacer les équipes data ou digital, mais d'avoir quand même des gens capables d'exprimer des besoins data, de manipuler de la data, de pouvoir faire des transformations de data basiques, mais quand même d'avoir une certaine autonomie sur la data. Pareil sur les contenus,
pas être dépendant. Alors, on peut aussi faire appel à une agence digitale externe, mais avoir des gens quand même qui ont une maturité sur les contenus et sur l'analyse. L'analyse des résultats, l'analyse des comportements clients, l'analyse des parcours clients, et donc une sensibilité expérience client aussi. Donc, si votre équipe n'a pas ces compétences-là marketing, on vous encourage à essayer de les compléter. Alors, ça peut être par de la prestation externe au début et puis après de la réinternalisation. Mais c'est important, sinon, si vous êtes trop dépendant de toutes ces compétences à l'extérieur, vous serez moins agile, moins autonome, vous aurez moins la capacité à faire cet exercice de labo, de test and learn un peu continu. Et après, en termes de gouvernance, c'est important de mettre en place une gouvernance qui fait qu'avec la DSI, avec le digital, avec le juridique, avec les gens qui s'occupent du RGPD, les DPO, vous ayez une gouvernance qui vous permette justement de bien avoir votre trajectoire à l'avance, de bien identifier, de synchroniser les projets. Ça peut être le cas avec les autres métiers, notamment avec les centres d'appel, avec les forces de vente. C'est important aussi de dire comment le marketing et les autres acteurs de la relation client, qui peuvent être les services clients, les forces de vente, les centres de contact, comment tout ça, ça se synchronise. Voilà, j'en ai terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je précise que le webinaire sera en replay à partir de demain. Vous pourrez télécharger aussi les supports. Vous pouvez aussi le diffuser en interne si ça concerne. On vous rappellera, je pense, dans les quelques jours pour savoir avoir un peu votre feedback. J'applique les bonnes pratiques que j'ai présentées, avoir un peu votre feedback sur le contenu et puis échanger avec vous sur où vous en êtes. Et c'est aussi un enrichissement des deux côtés pour avoir tout ça. Vous évoquez des formations, vous avez des recommandations pour leurs équipes et leur compréhension. Oui, je vous dis, nous, ce qu'on voit, et je le vois encore dans des exemples très récents, c'est que le dialogue entre le marketing et les équipes data est souvent très, très compliqué. Les marketeurs, les équipes data ne comprennent pas réellement ce que veulent les équipes marketing ou donnent des résultats. Donc, nous, on pense que oui. On vous a montré un peu notre cartographie des données déjà, arriver à permettre aux équipes marketing de comprendre la cartographie des données, de savoir exprimer leurs besoins, de savoir dialoguer avec les équipes data, sans être des experts, mais de comprendre un petit peu les principes de l'architecture de données, où sont les données sources, comment elles se transforment. Nous, ça, on accompagne nos clients là-dedans et souvent, on fait le lien on est un peu un facilitateur entre les équipes data et les équipes marketing pour les aider à dialoguer ensemble et justement à faire cette trajectoire data qui serait cohérente avec la trajectoire des campagnes. Après des formations sur étagère, je ne sais pas si je suis pas sûr que ce soit des formations sur étagère, c'est plutôt d'enrichir les dialogues. Alors quand même, avoir quand même des formations sur un peu le potentiel des différentes technologies, ça peut être intéressant. Par exemple, autour du panorama que je vous ai montré et des écosystèmes, ça peut être intéressant. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Et évidemment, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans le support. On est évidemment à votre disposition si vous voulez qu'on approfondisse certains sujets. On est complètement à votre disposition pour le faire, évidemment. Je rappelle aussi que dans le groupe, on a un partenaire qui s'appelle Digitel qui peut aussi vous accompagner sur de la création de contenu, sur les sujets data ou même sur la mise en œuvre de solutions, sur l'état des lieux par rapport à l'utilisation d'une solution qui sera plus orientée mise en œuvre que nous. Mais on est complémentaires dans nos approches avec Digitel. Je crois qu'on va s'arrêter là si on arrive un peu au bout du timing d'une heure qui nous était imparti. Merci, un grand merci à tous et j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger sur vos problématiques dans les prochains jours et prochaines semaines. Merci à tous, bonne fin de journée.